Eh bien, on espère vous retrouver, mon cher Carlo Brusa, à la prochaine fête et vous conserver d'ailleurs et vous immortaliser parce que vous faites partie de ces, on parlait de dissidents, des résistants qui avaient su se lever à l'époque où il fallait le faire, c'est-à-dire en 2020 en particulier, où ce grand narratif de la pandémie, de la peur a pu saisir le monde et où nous avions en France aussi, fort à faire avec le chef de l'État, avec Emmanuel Macron, et vous vous êtes dressé à ce moment-là. J'ai envie de dire, je vais vous poser tout de suite, déjà je vous salue, j'oublie l'essentiel. Bonjour Maître Brusa et bienvenue dans cette matinale de GPTV déjà, pour commencer. Bonjour Nicolas, je suis très heureux de te retrouver, très heureux de participer à cette émission et surtout de participer à GPTV. Et effectivement, je n'ai pas pu venir à cette fête parce que je n'étais pas là. Je me déplace pas mal entre des conférences et des petits colloques, des échanges avec les collectifs de Réaction 19. Voilà, là, j'ai l'occasion, je suis très heureux d'être là. Donc, je suis à ta disposition pour tenter d'apporter quelque chose encore, si cela est possible. C'est possible, c'est toujours possible, tout est possible avec Carlo Brusa. Et justement, ce qui m'intéresse là, c'est d'interroger. Nous sommes à 5 ans, c'est pas un anniversaire d'ailleurs, on peut vraiment pas dire ça. Il y a 5 ans, nous avions donc un chef d'État qui, devant nos écrans, nous étions ébahis, nous dit nous sommes en guerre. S'en suivra des confinements, des atteintes aux libertés, toutes plus choquantes que les unes que les autres, et qui choquera évidemment un avocat comme vous, Carlo Brusa, et puis la tentative échouée heureusement de vaccination obligatoire. Enfin, ça dépend pour qui. Pour certaines professions, elle l'était. Des passes sanitaires et j'en passe. On a l'impression aujourd'hui, en 2025, que un narratif chasse l'autre. Le narratif de la pandémie, on lui succède le narratif de la Grande Guerre. À nouveau, nous sommes en guerre. On n'en finira donc jamais, Maître Brusa. Donc, j'aurais aimé déjà votre analyse de la situation actuelle par rapport à la situation passée, que vous avez bien connue, ce qui a expliqué la création de de ce réseau et de cette association par ailleurs, Réaction 19. Alors, le narratif qui est appliqué depuis longtemps, même bien avant l'affaire du Covid, l'affaire sanitaire, est le narratif d'une démocratie et d'une république, une démocratie pas simplement française, mais la culture européenne qui est en pleine décadence. Pourquoi? Parce que nous avons un effritement progressif de ce qui est la représentation du peuple, un éloignement progressif de ceux qui dirigent et le peuple, mais ceci n'est pas depuis le Covid, c'est bien avant. En réalité, je pense que la situation s'est révélée au grand jour quand le peuple français par référendum, c'était la dernière fois où le peuple s'exprimait, a voté contre le traité, et à travers un coup de force, le président Sarkozy 2005-2007, avait convoqué le Congrès et il a fait passer l'intégration de la France à l'Union européenne. À partir de là, nous avons la trahison de la volonté du peuple, et à partir de là, nous avons quand même une conception de la gestion du peuple qui ne se fait plus par un mécanisme démocratique, par un mécanisme électif. Étienne Chouard l'explique très très bien, et je partage à 100% sa vision des choses par rapport à ce qu'est le narratif élection, scrutin, problématique de la représentation et la manière même de présenter des candidats aux éventuelles élections. Et on voit très bien qu'à partir de là, à partir du moment qu'il n'y a plus d'un projet de société, qu'il n'y a plus un projet démocratique, garder le peuple, le garder sur sa houlette et le contrôler nécessite autre chose. Le contrat social est rompu. Le contrat social implique un échange de confiance entre les citoyens et ses représentants entre eux et les citoyens entre eux. Ce contrat social a disparu, donc automatiquement, à partir du moment qu'il n'y a plus de contrat social, mais que l'unité n'existe plus autour de la bannière de la République, et non plus autour de certaines valeurs qui peuvent faire l'objet d'une vision philosophique d'une société. Moi, quand j'ai fait mes études et on analysait même le communisme est avant tout une philosophie. Après, il se transforme dans une réalité politique qui va générer différents types de structures sociales que l'on peut partager ou ne pas partager. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un projet.
Or, nous, aujourd'hui, nous ne vivons plus dans un projet politique, parce que le projet politique de l'Union européenne n'existe pas, est éphémère, est une sorte de contrainte imposée par les élites à des peuples qui ne se ressentent absolument pas autour de certaines valeurs communes. Qu'est-ce que lit en français un danois? Qu'est-ce que lit en français un hongrois? Qu'est-ce que lit en français même un italien? Aujourd'hui, il y a quand même une problématique qui me semble essentielle, c'est que les valeurs disparates des différents peuples qui font partie des 27 ne permettent pas une sorte d'unité culturelle, politique et démocratique, parce que nous sommes encore aux antipodes. Mais pas parce que moi je suis contre l'Europe en tant que telle. Mais l'Europe, ce n'est pas une construction qui se fait par le haut, c'est une construction qui doit se faire par le bas. Si nous voulons une démocratie, ce sont les peuples qui doivent faire l'Union européenne et pas les élites qui ne font que jouer une forme de plutocratie politique. Et là, je suis d'accord avec Valérie Bougot aussi sur son analyse, disons, sociopolitique et même économique de la réalité française et européenne, qui fait qu'aujourd'hui, pour garder effectivement les gens et leur imposer une sorte d'esclavage mental, psychologique et économique, eh bien, on met en place tous les moyens pour que les gens soient dans la contrainte. Quand ils ne le sont pas sur un plan financier, il faut qu'ils le soient sur un plan psychologique. Quand ils ne sont pas sur un plan psychologique, il faut le faire sur un plan financier. Je vous rappelle tout simplement que Rawls, en 74, quand il crée la social-démocratie, il dit « Donnez une maison à tout le monde, vous n'aurez plus de révolution ». Ça veut dire tout simplement, mettez-les dans la contrainte de devoir rembourser un prêt et vous n'aurez plus de révolution, parce que les gens, on voit quand même que le dernier phénomène est un phénomène assez extraordinaire en France, et sur les Gilets jaunes, qui ont été un révélateur qui a fait peur, non simplement à la France, mais à l'Europe entière, parce qu'il pouvait y avoir une Tâche-Ville qui était bloquée au prix de quelques dizaines de milliards, 10 ou 13 milliards pour tenter de mettre fin à ce qui était une tâche, utilisons ce terme-là, une tâche démocratique, une sorte d'abus de démocratie quand même. C'est assez extraordinaire de voir comment les choses ont évolué et qu'aujourd'hui, on est quand même dans des contraintes financières qui sont bien au-delà de ce qui est arrivé lors de la naissance des Gilets jaunes au prix de l'essence qui était d'1 € à 1,50 €. On est bien au-delà et rien ne bouge. On est là Oui. et on a un président qui est en train de gagner des points parce qu'il s'est érigé en grand Napoléon en tentant d'aller faire la campagne de Russie. Mais je dirais une chose, et je terminerai sur ce point-là. Oui. Aujourd'hui, pour moi, le Covid a été un banc d'essai, mais qui a mis au grand jour, il a révélé la décadence absolue. Moi, quand je regarde tout ça, je ne regarde pas ça avec tristesse, parce que certains aspects, ça m'a réveillé aussi. J'étais un avocat qui payait ses impôts, qui a toujours payé ses charges. Je n'ai jamais eu 1 € en 30 ans de pénalité. J'ai toujours respecté, parce que je savais aussi que peut-être un jour, ça aurait été bien de ne pas offrir le talon d'Achille, parce que bien, j'ai commencé au mois de mars 2020 à me battre, et j'étais le seul, hein, parce que soyons clairs, je ne connais pas un deuxième avocat à l'époque qui a osé prendre des positions comme celles que j'ai prises au prix. Vous avez été le premier que j'ai invité, dont acte, puisque dès avril, en tout cas dès que j'ai eu connaissance de votre combat, et ça a été en effet très vite, vous avez, j'en atteste, comme j'étais le premier journaliste aussi sur la bande FM à en parler, j'ai tout de suite pris Carlo Brusa, c'est absolument exact, j'en atteste. Je vous remercie, mais c'est un rappel qui fait honneur à votre démarche, votre engagement, et je le sais très bien, et ça démontre quand même que ceux qui nous ont taxés à l'époque d'exploiter en courant pour arriver à certaines fins, bon, aujourd'hui, ils ont fermé leur gueule, et le temps a permis de répondre sans avoir besoin de faire des procès. Les injures, les diffamations, les insultes que j'ai reçues m'ont forgé, ils m'ont donné beaucoup de force, parce que en même temps, en utilisant l'euphémisme macronien, j'ai cultivé en moi peut-être une spiritualité qui avait disparu. J'utilise ce terme-là, pourquoi ? Parce que quand effectivement nous sommes dans le matérialisme économique dans lequel on grandit simplement dans la culture de l'avoir et pas de l'être, on se bat pour payer des impôts, pour élever ses enfants, et c'est du matériel, même avant même de penser à l'aspect psychologique, c'est matériel. Il faut de l'argent pour payer des études, il faut de l'argent pour payer une maison, etc. Mais quand à un moment donné, vous commencez à constater que
la matérialité ça sert à rien, que vous soyez milliardaire ou pauvre. La position du pouvoir est identique, vous êtes confiné, vous devez fermer votre gueule, etc. Si vous ne cultivez pas autre chose en vous, vous ne pouvez que mourir. Et c'est parce qu'effectivement, j'ai cultivé aussi une forme de spiritualité qui était celle de dire, OK, je me retrouve face à cette contrainte, mais qu'est-ce que je peux faire pour me libérer et peut-être aider les gens par rapport à moi, à ma culture de juriste, pour leur donner des clés de lecture pour ne pas se sentir étouffé par les paroles du président, par une attitude gouvernementale, etc. Moi, je n'ai jamais appelé la révolution, je n'ai jamais appelé les fourches, les fusils. J'appelais simplement à utiliser l'esprit critique, à comprendre que ce qui se passait, il y avait des choses qui clochaient, et en donnant toujours une clé de lecture qui était l'utilisation du droit. Et après, je remercie mes cours de philosophie du droit, je remercie François Terré qui m'a appris ce qu'était le sens d'Antigone, et cet Antigone était présent en moi, il dormait en moi, il n'avait qu'une seule chose, c'était d'avoir un déclic pour se réveiller et pour comprendre qu'entre ce qui est la loi et le droit, ben, il y a un grand décalage. La loi peut être injuste, parce que ceux qui ont le pouvoir de le faire peuvent faire des lois qui sont liberticides, destructrices, autoritaires, alors que le droit est autre chose. Le droit est une armure qui permet de se battre contre la loi injuste, contre celles et ceux qui abusent de leur pouvoir. Et aujourd'hui, nous vivons une situation qui est, pour moi, extrêmement grave. Extrêmement grave parce que avec le Covid, avec les questions sanitaires, nous avons un phénomène qui était un phénomène qui pouvait sembler transitoire. Mais aujourd'hui, avec l'art de la guerre, en utilisant le titre d'un fameux livre du Sun Tzu, qui effectivement permet de comprendre aussi un peu ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes en train de tenter d'anéantir tout esprit de critique, d'analyse, de réflexion, en construisant vraiment une sorte de religion de la pensée qui a commencé avec le Covid, mais que nous avons réussi à combattre. Aujourd'hui, je constate, et je le dis avec effroi, que la bataille contre la pensée unique ukrainienne, pensée unique telle que découle aujourd'hui de la volonté de Macron et de von der Leyen, notamment de s'ériger en bastion avancé de la défense de liberté, est encore plus difficile à combattre. Nous constatons quand même que celles et ceux qui osent se placer dans un discours qui soit plus critique sont aussi censurés de ce qui se passait avant. Ça veut dire que l'histoire les gens pensaient que la censure n'était que entre les mains des grands conglomérats économico-financiers comme Vanguard de BlackRock, qui contrôlent aussi Meta, Facebook, etc. Mais aujourd'hui, on constate que la censure et la pensée unique n'est plus entre les mains des grands conglomérats. Ce sont les États eux-mêmes. Aujourd'hui, on est capable de crier au scandale de ce qui se passe en Turquie, et l'Europe va conditionner les élections en Roumanie et modifier la donne en Roumanie. Donc là, nous sommes quand même dans une situation dans laquelle ce que j'avais dénoncé, le mot dictature, je me rappelle des gens sur TF1, LCI qui m'avaient invité, avaient crié au scandale parce que j'avais osé parler de dictature, mais le mot dictature est une définition à géométrie variable. Quand les gens me disaient, mais alors si t'es pas content, casse-toi, Rital et barre-toi en Corée du Nord, moi je dis, écoutez, la dictature n'est pas simplement la Corée du Nord. Une dictature, c'est aussi un moment dans un pays dans lequel la liberté d'expression est en péril. On a vu quand même que c'est le seul pays au monde qui a, en dehors des pays démocratiques, qui a fermé une télévision. On est quand même un pays qui a fermé une chaîne de radio et de télé comme RT France. On a quand même fermé C8, et je n'ai pas vu tous les défenseurs des grandes libertés réagir. Les confrères, je n'ai pas vu beaucoup sauter en disant « moi j'étais à la manifestation avec Florian Philippot » et d'autres gens de tous bords. Hein. Il n'y avait pas que des patriotes, il y avait plein de gens de Réaction du 9 aussi qui n'ont rien à voir, mais je ne dis pas parce que je suis en train d'insulter Philippot. Je dois dire, c'est que c'est le seul qui avait organisé une manif pour la défense de la liberté d'expression et ce qui se passait avec la com. On a vu quand même, on a vu quand même que on a fermé une chaîne et des gens qui travaillaient à la com rigolaient lors dans un restaurant. On n'a même pas déposé un recours à révision. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses très graves,
très étranges qui se passent aujourd'hui en politique en France, des choses graves et très étranges qui se passent en politique européenne et en géopolitique. Aujourd'hui, le peuple, pour moi, a perdu sa bataille. Il n'a pas perdu la guerre. Le monsieur qui était invité avant, que j'ai déjà entendu écouter, il parlait du petit ruisseau. Ben, nous sommes toujours de petits ruisseaux, mais pour le moment, nous n'avons pas réussi à faire grand chose. Pour le moment, la rivière n'est pas encore née. Nous continuons à nous battre, mais il y a eu énormément de dispersion. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous n'avons pas réussi à trouver un leader de cette pensée, je dirais, complémentaire, sans créer une nouvelle doxa. On n'a pas de leader politique parce que les leaders politiques qui se placent en opposition sont cuits. Pour moi, M. Asselineau est quelqu'un qui est cuit, même s'il dit des choses parfois intéressantes, mais c'est quelqu'un qui vit de manière très solitaire son opposition. Il n'a pas réussi à créer une forme de rassemblement. Florian Philippot, on connaît ses devoirs avec le RN et aujourd'hui, il fait un travail qui est très intéressant, mais il est extrêmement détesté. Beaucoup d'autres sont dans une forme d'opposition individualisée. Donc, c'est bien que vous avez fait votre fête de 1er mars dans laquelle on dit on est tous là, on est tous réunis, il y a beaucoup de monde, etc. Il n'en est même pas moins que nous n'avons pas réussi à construire une alternative politique qui pouvait être effectivement le fruit de celles et ceux qui ont réfléchi de manière différente en utilisant l'esprit critique. Et le problème qui se pose, c'est que nous n'avons pas réussi à construire, j'en ai parlé souvent avec d'autres personnages que j'avais parfois invités, même sur Réaction du Neuf, si nous ne forgeons pas une philosophie politique qui permet de devenir une sorte, pas de programme politique, c'est pas un programme, c'est pas on va faire des ponts et des chaussées. Une philosophie politique, c'est une philosophie aussi du bonheur. Quelle est la société que nous voulons? Est-ce que nous voulons créer une société dans laquelle les gens puissent tenter d'être heureux? Bonheur public, bonheur privé, comment est-ce qu'ils se marient? La question se pose au moins depuis la Révolution. Oui, mais on peut tenter. La Révolution avait apporté des réponses qui étaient des réponses maçonniques. On le sait parce que la Révolution française est une révolution maçonnique. La codification, tout ce qui est la base de la pensée philosophico-juridique, elle est maçonnique, mais dans le cadre de ce qu'on appelle la maçonnerie spéculative, cette maçonnerie n'a pas apporté ensuite une modification structurelle de la société. Elle a incorporé les préceptes monarchiques dans des pseudo-structures républicaines qui font que notre constitution de 1958 n'est rien d'autre que une constitution monarchique qui a très peu de relation avec la démocratie. Parce qu'après avoir constaté comment la démocratie était compliquée à gérer, ils ont préféré s'inspirer de la constitution de la monarchie de Juillet pour pouvoir réintroduire une forme de monarchie républicaine. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle d'une philosophie dans laquelle aujourd'hui les gens peuvent penser être heureux parce qu'ils sont propriétaires d'une maison. Les gens sont heureux s'ils leur compte en banque. Et bon, nous avons pris de la culture occidentale et américaine beaucoup de choses qui sont l'esprit Coca-Cola, qui n'est pas un esprit du bonheur, parce que quand vous allez aux États-Unis, les gens ne sont pas heureux. Quand vous allez, moi je parle de pays, il y a des pays où il y a de la pauvreté, il y a même des gens qui vivent pas très bien, mais ils sont beaucoup plus heureux jour après jour. Vous allez au Brésil, le Brésil est un pays dans lequel les gens sont fondamentalement heureux et ils ne sont pas nécessairement riches. Vous allez, l'Italie du Sud est plus heureuse, plus joyeuse dans sa manière de vivre que l'Italie du Nord, qui est une Italie riche dans laquelle, effectivement, on vit un peu la française. En réalité, aujourd'hui, nous sommes dans un système permanent de pression dans lequel, au lieu de se libérer, mais pour se libérer, il faut faire ce que Solon avait fait au 5e siècle avant Jésus-Christ, la cessacteia, le rejet du fardeau. Pour vivre heureux, il faut se libérer du fardeau. Même, je ne dis pas que je rejette le matérialisme et la matérialité ou avoir des biens. Ce que je rejette, c'est la priorité du matériel sur le spirituel. Et quand je fais Réaction 19,
Et les gens me disent, ah là là, il a créé une association pour gagner du fric. Pas du tout. D'abord parce que, premièrement, j'avais pas besoin de Réaction du 9 pour vivre parce que ça fait quand même déjà 26 ans que je faisais l'avocat. Aujourd'hui, ça me fait 31. Deuxièmement, j'ai perdu beaucoup de clients parce que ils ont vu que Broussard, Carlo, avocat sérieux, était devenu complotiste. Il avait peut-être pété une durite, donc ils ont quitté le cabinet. Ce n'est pas très grave. Je préfère vivre en conformité de ce que j'ai à l'intérieur de mon cœur que trahir moi-même. Parce que la première trahison dans la vie, quand on trahit des tiers, quand on trahit des personnes, c'est trahir soi-même. Et quand, effectivement, aujourd'hui, je me regarde sur glace et que je me suis battu pour tout ce que vous savez, la question des vaccins, la liberté d'aller venir, la liberté de penser, de parole, etc. Je suis un des rares qui a entrepris des actions judiciaires. Quand vous voyez l'échec, oui, comment voulez-vous, quand vous allez vous battre devant des juges qui se sont fait vacciner pour les tenter de dire attention à ce que vous êtes en train d'utiliser, ce sont des produits qui peuvent être éminemment contestables. Quand je parlais des effets, des problématiques posées, et aujourd'hui, on sait qu'il y a des décès, mais qui ne sont même pas des décès dénoncés par les complotistes, ce sont eux-mêmes les producteurs qui l'écrivent noir sur blanc quand tout ça apparaît au grand jour, les gens te disent, oui, merci pour ce que tu as fait. Eh bien, je suis très heureux. Merci pour ce que je fais parce qu'effectivement, je l'ai fait avant tout pour tenter de donner quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'argent, qui n'avait rien à voir avec, parce que les gens qui ont versé 10 euros à l'Action du 9, ils ont permis à l'Action du 9 de vivre depuis 5 ans, d'exister. Le 28 avril, ça va faire 5 ans que nous avons constitué et créé cette association. Elle tiendra encore quelques mois, quelques années, je ne sais pas, en fonction de ce qu'il adviendra. Je ne suis pas attaché comme un père avec un enfant. Je suis simplement attaché pour ce que je peux donner encore aux gens, de l'amour, de l'espoir, quelques idées, mais surtout beaucoup de spiritualité. Parce que dans tout ce que je fais, Nicolas, je peux vous dire une chose, c'est que c'est toujours la spiritualité qui m'a inspiré. La spiritualité, on entend quoi? C'est de privilégier l'être sur l'avoir. Et quand on fait une association et quand on fait des choses même comme vous, dans votre engagement journalistique, vous ne gagnez pas l'argent que d'autres journalistes peuvent gagner, une part de mission. Et quand il y a cette part de mission dans laquelle il n'y a aucune contrepartie financière, vous êtes inévitablement dans la spiritualité. Parce que dès lors que vous enlevez le matériel, vous privilégiez autre chose, vous tentez de regarder, de dire aux gens, voilà, si je peux vous donner une part de bonheur dans votre tristesse, dans votre drame, parce qu'on a connu des drames. Vous avez parlé tout à l'heure de la vaccination obligatoire. Toutes les personnes que nous avons aidées du monde de la santé, etc., qui étaient avant tout un drame psychologique. Bien sûr, il y a des drames financiers. Je suis même allé acheter des paniers alimentaires pour aider des femmes qui n'avaient plus à manger. Ça, on l'a fait, pas que sur mon nom, il y a plein de gens qui l'ont fait. Mais le problème qui se pose, c'était l'aspect mental. Donc aujourd'hui, dans ce monde dans lequel ils ne font que valoriser l'argent, le fric, il faut 800 milliards, pas 800 milliards pour remettre à l'État notre système de santé, notre système éducatif, notre système de sécurité. Non, 800 milliards pour faire des armes, parce qu'on va dire, la Russie va nous envahir. Quand vous voyez cet argent dilapidé, ce sont nos impôts, le fruit de notre travail, en se réveillant le matin tous les jours pour aller répondre aux obligations que l'État nous impose. Et on dit cet argent pour aller acheter des avions de chasse, des fusils, des mitrailleuses. Combattre la guerre avec la guerre, ce n'est pas du tout la technique, c'est comme si on allait combattre le feu avec de l'essence, ce n'est pas possible. Le mot paix, c'est pas être au peace and love. Le mot paix, c'est se lever le matin autour de nous et déjà commencer à dégager de l'amour aux personnes qui sont près de nous. On est des fois méprisant avec notre voisin, on est méprisant avec les personnes que nous croisons. Si tous les jours, on était déjà en train de communiquer un peu d'amour, un peu de sourire, un peu de tendresse au monde qui nous entoure, eh bien, ce mécanisme papillon ne pourrait que élargir l'esprit de la liberté, l'esprit de la paix.
L'esprit de la paix n'existe pas parce que nous vivons dans un esprit de guerre. Nous vivons dans un esprit de guerre avec notre voisin. Nous vivons un esprit de guerre parce que nous avons les musulmans et les juifs. Nous sommes dans un esprit de guerre parce qu'il y a des noirs et des arabes et parce qu'on est des blancs et les blancs sont méprisés. Aujourd'hui, on est dans un stade conflictuel à tous les niveaux. On voit la lutte entre les piétons, les cyclistes, les conducteurs et les zones vertes, les zones rouges. Donc en réalité, cette société qui théoriquement était une société dans laquelle on était libre de vivre, de s'exprimer en laissant le cours naturel des choses, cette surréglementation devient une contrainte effroyable qui détruit jour après jour la liberté. Et quand on tue la liberté, on tue l'esprit. Parce que la première chose que l'homme a besoin, c'est avant d'être libre physiquement, d'être libre mentalement. On est libre mentalement quand nous pouvons créer, quand nos pensées peuvent vaquer, quand nos pensées peuvent aller au-delà de l'horizon. C'est pour ça qu'on arrive à créer, c'est pour ça qu'on arrive à générer des choses belles dans notre vie. Malheureusement, les choses qu'aujourd'hui nous construisons, c'est des systèmes tordus de reconnaissance des minorités qui ont le droit de vivre, personne ne le remet en cause. Mais la remise en cause de tous les fondamentaux de notre société est une destruction progressive de ce qui s'est bâti depuis des milliers d'années d'une histoire de l'homme dans laquelle l'homme n'a pas besoin de voir tous les jours détruit tous ceux qu'il a construits pour dire le monde nouveau sera meilleur. Le monde nouveau ne sera jamais meilleur du bon passé si effectivement il est déconnecté de son histoire, s'il est déconnecté des bases solides sur lesquelles nous avons bâti. Je ne suis pas catholique, mais je ne vais pas renoncer à ce que la chrétienté a fait de bien ou de mal, parce que ça fait partie, comme les virus ont fait partie de notre histoire de l'humanité. Il y a certains qui ont tué, certains qui ont permis à l'homme de se renforcer. Eh bien, la vie est faite comme ça. Mais aujourd'hui, la sidération, la peur, la manière de contraindre en permanence les êtres humains dans une forme de pression constante, c'est le seul moyen, effectivement, de garder le pouvoir et d'éviter qu'une révolution se fasse. Éviter qu'une révolution se fasse, eh oui. Mais elle est probablement inéluctable, mais le se fera-t-elle? Est-ce que, Carlo Brusa, j'aurais aimé peut-être que vous nous donniez, parce que là, pour le coup, c'est quand même en partie le penchant matérialiste des États-Unis qui a primé. Christophe Guilluy disait ceux qui ont amené Trump au pouvoir, j'entends le peuple, c'est cette working class qui ne voulait pas mourir, qu'on appelle bien France périphérique, par exemple, dans nos contrées, de ce côté-là de l'Atlantique. Est-ce que vous pensez que néanmoins, même si le moteur matérialiste aux États-Unis a eu une importance, ce qui vient d'outre-Atlantique est tout de même, vous qui êtes un grand défenseur des libertés publiques, plutôt une bonne chose, une bonne nouvelle pour le coup? Je pense que ce qui se passe aux États-Unis est une transition assez importante, n'est pas, selon moi, l'évolution définitive de la société américaine. On est toujours en phase de transition. Mais ce que je veux dire est la chose suivante. Trump n'est pas le fruit d'une réflexion philosophico-politique extraordinaire dans laquelle on va peser d'un côté la culture démocrate, de l'autre côté la culture républicaine, et on fait le choix d'un changement radical de société. Parce que Trump, d'abord, est un républicain d'utilité. Fondamentalement, est un homme qui est devenu une bête politique, mais avant tout, c'est quelqu'un qui a gagné de l'argent à travers son activité de chef d'entreprise, et ce n'est pas du tout un produit de la politique américaine, alors que les autres, les Biden et tout ça, c'était des produits un peu comme nos hommes politiques qui depuis 30 ou 40 ans exercent la politique. Mais ce qu'il est en train d'apporter, c'est, et ça fait peur aux élites européennes, pourquoi? Parce que les élites européennes sont des élites construites en partie par Davos et par d'autres cercles de pouvoir qui sont arrivés à phagocyter le pouvoir et de maintenant les relayer entre une plutocratie et le peuple. Dans ce système, le système de Trump n'est absolument pas celui-là. Il ne fait pas partie des élites maçonniques qui ont phagocyté la politique. Il fait partie tout simplement d'une classe extrêmement riche qui a le pouvoir de l'argent, qui lui a permis aussi d'être élu à travers cet argent qu'il a pu investir pour pouvoir être élu. Mais il a travaillé aussi sur ce qui était le désarroi que nous sommes en train de constater en Europe aussi, de la fausse théorie des droits de l'homme.
C'est-à-dire que même Biden et même Obama avaient surfé sur la vague des droits, des grands droits, comme une sorte de paravent qui permet de faire passer beaucoup de choses, un peu comme la vaseline. Il a dit tout ça c'est du pipeau, et nous sommes en train de le constater parce qu'on le constate aussi en Europe, tout ça c'est du pipeau, et il a mené ce qu'on appelle une sorte de réelle politique économique, comme on parlait de la réelle politique européenne ou la réelle politique en matière de géopolitique en Europe, notamment avec l'Allemagne et à l'époque de comment s'appelait de Willy Brandt, qui était effectivement celui qui avait fondé cette idée de la réelle politique. Cette idée de la réelle politique économique, c'est de dire aujourd'hui, en partant de ce postulat de remise en état d'un système économique totalement dépravé, totalement corrompu, etc., il apporte une philosophie de la liberté qui est assez intéressante. C'est-à-dire que, au lieu de parler de philosophie de liberté et dire maintenant je vais l'appliquer, il part de ce qu'on appelle une sorte de désengagement économique et financier des Américains, avec une modification de l'impôt sur le revenu, avec une détaxation, par exemple, de tous les pourboires, alors que les États-Unis, on sait qu'il y a des milliers, des millions, même des gens qui travaillent dans le tourisme américain, qui réclamaient une détaxation du tips, du pourboire, c'est-à-dire du service, sans compter effectivement un désengagement de l'État américain de l'argent qui était comme on le fait en Europe, qu'on le donne à droite, à gauche, à des associations qui vont chercher l'eau au Vietnam, des conneries de sorte, de cette manière qui sont totalement inutiles. Et à travers, il fait exactement ce que la social-démocratie voulait faire, de soumettre les gens par l'argent, et il lui dit, je vais vous libérer en vous libérant des contraintes, parce que l'impôt et les taxes, mais surtout l'impôt, sont la contrainte. Solon et la Cicéréien, c'est la libération du peuple d'Athènes des impôts qui avaient été imposés, et après Solon, il y a Périclès, et on a le plus beau siècle de l'histoire de la Grèce, siècle de Périclès, de la culture, de la liberté, etc. Donc ce que nous constatons, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes face à quelqu'un qui va dire à l'Europe, si vous vous libérez de tous ces carcans, vous allez donner de la liberté, mais aujourd'hui en Europe, on fait exactement le contraire. Et c'est là qu'il y a une crainte aujourd'hui peut-être révolutionnaire. Moi, ce que je ressens, je n'ai pas un amour pour Trump, moi je n'aime personne au sens métaphorique du terme, c'est-à-dire que je n'ai jamais idolâtré personne, je suis pas là en train de dire qu'il y a un Dieu et c'est Trump et un diable c'est Macron, je m'en fous de l'un et de l'autre au sens métaphorique du terme. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce vent de liberté que j'ai ressenti, même s'il y avait encore Biden quand je suis parti à New York 5 jours à Noël, j'ai senti un vent de liberté en discutant avec les gens étaient heureux parce qu'ils savaient qu'ils sortaient de cette période dans laquelle, en réalité, on était dans les mêmes thématiques ici. Le wokisme, les trans, c'était quasiment des thématiques, on connaît avec Kamala Harris, c'était une catastrophe. Et nous, aujourd'hui, quand même, on voit quand même un petit virage qui semble être intéressant parce qu'on a vu quelques modifications des programmes sur l'éducation sexuelle avec l'arrivée de Trump et ce qui l'a conditionné. On voit quand même certains changements. On discute beaucoup aujourd'hui des charges patronales, des charges sociales sur les salaires. On discute pas mal de toutes ces questions-là. Et ce sont des choses qui ont un intérêt fondamental. L'impôt est liberticide. Tel que nous l'avons en France, nous sommes le pays le plus taxé au monde avec, il y a des pays qui le sont plus sur le plan indiciaire, mais en réalité, la contrepartie offerte par l'État, si vous prenez la Suède ou la Norvège sont des pays extrêmement imposés, mais vous avez des services de l'État que vous n'avez pas en France. Vous avez votre enfant scolarisé, vous travaillez, l'État vous garde l'enfant jusqu'à 20h le soir. En France, vous n'avez pas ça. Vous avez d'autres formules, mais ce sont privés. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, redonner du souffle, ça veut dire inspirer une philosophie de la liberté qui n'est plus liée à la contrainte et à l'engagement. Il faut arrêter de penser que nous travaillons pour nos enfants, il faut arrêter de penser que nous travaillons pour la retraite, il faut arrêter de penser que nous travaillons pour accumuler des biens. Nous devons penser à être heureux dans le présent. Si nous sommes heureux, nous transmettons du bonheur à nos enfants. Nos enfants n'ont pas besoin qu'on leur laisse des biens immobiliers pour être heureux. À nos enfants, nous devons léguer de l'amour, de la joie,
choix, de la manière de construire la vie, de penser, d'utiliser le cerveau. Et je trouve que Trump, certains aspects que tout le monde taxe d'imbécile, quand vous prenez France 5, on a l'impression que c'est le plus crétin de tous les crétins, mais moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui réussissent, parce que quoi qu'il en soit, je suis arrivé en France avec une valise, j'ai réussi un peu ma vie parce que j'ai travaillé comme un malade. Je ne dis pas que je fais une bonne chose, parce qu'aujourd'hui, si vous me demandez de revenir sur Terre, de faire ce que je fais, je vous réponds non. Parce que j'en ai tellement chié qu'effectivement, ça suffit une seule fois. La deuxième fois, ça ne m'intéresse plus. Mais ce que je dois vous dire, c'est que quand on arrive en partant de rien, et Trump, c'est pas quelqu'un qui était richissime, attention, hein. L'histoire de Trump est une histoire, vous prenez même Bernard Arnault en France, c'est quelqu'un qui venait pas, il n'avait pas des milliards sur son compte en banque. Donc moi, avant de cracher à la figure d'un mec comme Bernard Arnault ou Trump et me sentir meilleur le juger, je tourne ma langue cette fois dans ma bouche. Mais Macron, je suis un opposant et je le critique, mais je ne peux pas le traiter de con. Il a quand même réussi d'être président de la République. Donc, quoi qu'il en soit, c'est qu'il n'est pas si con que ça. Et j'ai beaucoup d'estime pour lui, parce qu'arriver à supporter tous les insultes et tous ceux qui se prennent dans la gueule depuis qu'il est président, il faut être très costaud avec tout ce qu'il vit. Je le dis au sens c'est un peu un euphémisme, mais pour comprendre que, avant tout, soyons nous, chacun de nous, individuellement, bien avec nous et construire notre pensée, notre manière de transmettre sans arrogance, sans jugement, et avant tout en tentant de donner quelque chose de nous aux autres, être dans une forme de générosité. Et Trump, je trouve que c'est assez extraordinaire. Il y a une forme de générosité dans ce monsieur, parce que dans sa manière de se donner aux autres, et quand on voit quasiment jusqu'à la mort, parce qu'il a failli quand même se faire tuer 2 fois. C'est quand même une histoire qu'il faut retenir. Et il n'a même pas trop surfé sur ça pour arriver. Il a vraiment parlé de l'Amérique, il a parlé du peuple américain, il a parlé de la liberté, il a parlé du souffle de la liberté, il a parlé de ses aspirations que chacun a. Il n'a pas parlé acheter des maisons, dépenser de l'argent. Je vais donner à l'Amérique la possibilité de retrouver une forme de santé morale qui vous permettra de vivre d'une manière beaucoup plus digne. Et ces messages, je les ai écoutés parce que j'ai suivi pas mal ces conférences. Je prenais parfois des notes, je les ai, certaines notes de ces interventions, et je trouvais ça extrêmement intéressant. Je ne l'ai pas trouvé donneur de leçons, alors que nous, dans notre conception politico-française européenne, on n'a que des donneurs de leçons qui me font penser toujours au curé, qu'il va dire faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Eux, ils ont le droit de voler, de piquer de la caisse, d'être corrompus, d'être pédophiles, d'être tout ce que vous voulez, de consommer de la drogue. Mais après, bien sûr, dans l'opposition, ils vont nous dicter la manière de vivre pour respecter la loi et respecter les grandes valeurs. Moi, personnellement, la loi, je le respecte. C'est même pas la loi qui est inscrite dans les frontons des palais. C'est la loi du respect de l'autre, de la dignité de l'être humain, de la dignité de la femme, de la dignité et du respect de nos enfants. C'est au quotidien que nous construisons notre présent, parce que il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est le présent. Le passé a disparu, il n'existe que dans les livres d'histoire, et l'avenir, personne ne le connaît, sauf s'il y a une forme de déterminisme ou de volontarisme qui permet un tout petit peu de penser que nous n'avons pas totalement la possibilité de conditionner notre futur. Merci pour cet échange, Carlo Brusa. Nous devrions normalement passer à notre dernier invité, David Van Emmelrich, mais il est plus habile, il me semble, dans la maîtrise de son ULM que dans la maîtrise de sa caméra, parce que je le vois apparaître, réapparaître, disparaître. On va, s'il en est d'accord... Et sur l'avion, donc quand il virevolte avec ses banderoles accroché à son ULM, il est normal qu'il apparaît et disparaît de la caméra. Voilà. Il est furtif, Carlo. Il est furtif, exactement. C'est pas un ULM, c'est un F-35. Non, un F-111. En tout cas, moi, ce que je retrouve avec Carlo Brusa, c'est cette bonne humeur et en effet, ce bonheur communicatif, cette joie de vivre qui est communicative. Et j'ai envie de dire, il y a une adéquation chez Carlo Brusa, et c'est pas toujours le cas,
même dans la dissidence, même dans ce qui est alternatif entre ce que vous professez et ce que vous êtes au plus profond de vous-même. On sent qu'il y a adéquation. Et je dirais le manque du charisme en général, et on en a aussi qui manquent de charisme chez nous, c'est parce qu'en fait il y a une discordance entre ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes et ce qu'ils expriment, ce qui n'est pas votre cas. Ça, c'est excellent. Voilà. J'apprécie beaucoup votre analyse, c'est une analyse qui me touche énormément, parce que être vrai, avant tout, c'est d'être en conformité avec soi-même et dans cet équilibre entre le soi-même et le monde extérieur. J'ai tenté de me libérer de différentes contraintes, comme je l'explique souvent, dans des conférences, dans des réunions. C'est la contrainte de l'éducation de mes parents, la contrainte de l'école, la contrainte religieuse et la contrainte politique. Ces 4 barrières qui nous empêchent d'être libres. Je fais tout le possible pour me libérer de ça. Et de tenter effectivement de pouvoir vivre cette liberté intérieure avec le monde extérieur. Parfois, je l'appelle une sorte de perfection paradisiaque. Quand cet équilibre s'installe pendant quelques secondes dans la vie. Et aujourd'hui, à 63 ans, je suis plutôt plus heureux aujourd'hui à 63 ans de ce que j'étais quand j'en avais 35. Il faudrait des fois que l'expérience que nous avons acquise dans la vie puisse nous être vendue au poids lorsqu'on a 30 ans, pour dire comme ça on l'achète. Ça nous permettrait peut-être d'améliorer notre vie. Mais la chose importante, c'est qu'aujourd'hui, le temps qui me reste à vivre est proportionnellement beaucoup plus élevé que la seconde que j'avais quand j'avais 35 ans. Donc c'est pour cette raison que l'intensité proportionnelle de la vie, elle est extraordinaire aujourd'hui. Et apprendre à vivre dans le présent, apprendre à vivre dans le moment, c'est de valoriser chaque instant de la vie. Quel est le meilleur instant de la vie que je vis? Mais c'est celui que je suis en train de vivre avec vous, Nicolas. Pourquoi? Parce que le passé est le passé. Le présent, je suis avec vous et avec des gens qui vous suivent, et j'espère qu'il y en a beaucoup et qui soient heureux d'entendre vos paroles, peut-être les miennes. Mais ce qui est très important, c'est que tout peut arriver. Si dans quelques secondes, un AVC doit m'arriver, quel aurait été le plus beau moment de ma vie? Ben, le dernier que je passais avec vous. Donc, en pensant comme ça, c'est une forme de carpe diem, mais qui n'est pas la notion carpe diem que les gens prennent. Carpe diem, c'est comme si on se met à tendre, pas du tout. Le carpe diem, c'est de vivre intensement chaque instant de la vie. Donner le maximum dans son quotidien, dans les moments qu'on est avec ses enfants, avec sa femme, avec ses amis, dans le travail. Et comme ça, on arrive toujours à prendre de la vie la quintessence. Et ensuite, de la transmettre. Eh ben, mon cher Carlo, à chaque fois que je veux transmettre la parole à notre avion furtif, il disparaît de l'écran. Là, j'avoue que on n'a pas de chance. Il y a 2 thèmes sur lesquels je souhaite aborder, qui est justement un homme qui vit au présent. Et il a intérêt d'ailleurs, David Van Emmerik. Ce sont ses banderoles, c'est son combat depuis au moins Hollande, et auparavant, il était déjà sur la Manif pour tous, et son combat actuel. Pour la paix dont il va nous exposer les grands principes avec le temps qui nous restera. Allez, on va essayer de le prendre. J'espère que ça va marcher. Merci beaucoup, Carlo Brusa, Maître Brusa, pour cette participation. Et j'espère vous avoir rapidement, parce que nous avons abordé là des éléments généraux essentiels, mais j'aimerais vous retrouver dans d'autres émissions sur certains focus que nous pourrions faire. Donc je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite d'ici là une excellente journée, bien sûr, et à très vite sur Géopolitique Profonde, la matinale. À vous aussi, et à tous vos téléspectateurs et à tous vos auditeurs. Au revoir, Nicolas. Merci encore. Merci. Au revoir, Carlo.